Tribune Presse, dernier numéro de la semaine, mesdames et messieurs. C'est un réel plaisir de vous savoir, très nombreux, en train de nous suivre. 24 janvier 2019, 24 janvier 2020, soit un an, jour pour jour, depuis que le président de la République, Félix Tshisekedi, a accédé au pouvoir. Quel a été son bilan? On en parle au cours de cette émission. Puis on va revenir, si le temps nous le permet, aux propos. On va d'ailleurs peut-être commencer par là, les propos de Janine Mabunda. Est-ce qu'il c'était opportun qu'il tienne ces genres de propos? On en parle également au cours de cette émission. Puis Chadar qui menace, ils vont paralyser les pays si un mal arrivait à Albert Youma. Voilà donc, mesdames et messieurs, les menus de votre émission. Et pour en parler, nous recevons sur ces plateaux pour la toute première fois Maître Rodrigue Ramazani. Il est porte-parole du parti politique Envol des Délices et Sanga. Maître, comment allez-vous? Je me porte très bien, comme mon parti, du point de vue politique, l'Envol se porte très bien, d'autant plus qu'après les élections, les partis n'ont fait que grandir et les différentes questions, débats politiques que le parti Envol a eu à lancer, notamment la révision constitutionnelle, la réduction du train de vie de l'État, reste d'actualité. Et on a su fédérer une grande partie de la classe politique ainsi que de la population autour de cette grande question sur la réforme constitutionnelle. Aujourd'hui, vous écoutez, qu'on soit de l'opposition ou de la majorité, tous fédèrent autour de l'idée qui, du reste, il faut le reconnaître qu'au début, beaucoup étaient sceptiques, car on ne cessait de nous poser la question sur l'opportunité de notre démarche. Après, le président de la République, qui a rejoint la position du parti Envol pour les différentes réformes que nous proposons, aujourd'hui, vous avez la classe politique dans son entièreté, je peux même dire, même le plus opposant, le plus qui était contre notre proposition, qui était ferme, qu'il ne fallait pas y aller à une révision constitutionnelle. Aujourd'hui, les langues se sont dédiées. Vous faites allusion à qui? Les choses vont très bien. Suivez mon regard. La population qui nous regarde à cet instant savent exactement il s'agit de qui, ou encore quels sont ces acteurs politiques qui étaient contre nous. Mais pour nous, le plus important, le plus important est que nous sommes aujourd'hui sur cette voie. L'Envol a montré le chemin. Nous avions déposé notre proposition de loi le 19 août dernier au bureau de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, nous sommes en train de collecter les signatures pour en vue de la pétition sur ce projet de la révision constitutionnelle. Nous sommes au-delà de 50 000 signatures. Qu'est-ce qui se passe entre Délices et Sanga et Martin Fayoulou? Il n'y a rien du tout. Je crois que vous faites allusion sur sur sa sortie médiatique lors de l'échange de vœux. Non, il ne faudrait pas aujourd'hui singulariser les débats. Il faut reconnaître qu'il y a eu des idées qui ont été posées sur la place publique. Lorsque l'on propose des solutions contre la balkanisation, nous ne discutons pas contre des personnes. Ce n'est pas un argument d'autorité. Lorsque Adolphe Mouzitou dit qu'il faut aller en guerre, ce n'est pas aussi un argument d'autorité. Lorsque le président Martin Fayoulou donne sa solution sur une conférence internationale pour parler de la balkanisation de la RDC, c'est une idée qu'il a mise sur la place publique et nous, l'Envol, on ne s'occupe pas de personnes, pas des individus, discutons sur des idées. Donc, pour répondre à votre question, nous n'avons rien contre Martin Fayoulou, encore moins contre le président Mouzitou. Seulement vous êtes contre son idée. Contre les idées qu'ils ont proposées pour résoudre ce grand problème qui dérange notre pays, il faut le signaler, depuis son accession à l'indépendance. Très bien. Et vous rencontrez sur ces plateaux un excellent journaliste, l'un des meilleurs qui puisse exister en RDC, Joël Kadendanga, patron du journal Impact News. Comment allez-vous? Merci Hervé, beaucoup d'éloges, non? Je suis l'un des plus petits de tous, par contre. Merci, je vais bien, je vais très très bien. Je voudrais un peu rejoindre cher ami qui ne veut pas parler de Martin Fayoulou. C'est vrai, il ne faut pas parler vraiment de ce type dans la mesure où... C'est un acteur politique majeur quand même de notre pays. Non, moi je crois qu'il doit avoir... il me semble qu'il doit avoir une dépression mentale. Je suis sûr. Non, regardez un peu, il était chez mon confrère Israël. Israël lui pose la question, mais vous ne félicitez pas les frères d'ici. Il dit non, c'est leur travail. Non, mais écoutez-moi. Ces militaires, nous avons perdu plus de 50 militaires depuis que ces affrontements ont commencé. Plus de 50. Et ces gens ont abandonné, enfants, ils ont laissé les veuves. Mais il y a lieu de les féliciter. Oh, c'est le travail. Deuxièmement, on dit, mais Medina a été pris. Non, tu sais que a appelé
les rebelles reculaient. Comme... Non, mais là, il faut que l'on contrôle la tête. Parce que vous ne pouvez pas comprendre comment le président va demander à ces rebelles et les rebelles vont accepter de reculer qu'on vous tue. Non! Comment les rebelles peuvent accepter de se retirer du champ de bataille? Il sait que ceux qui viennent avec le feu, ils vont tuer et puis vous allez. Non, dans un moment donné, on doit savoir ce que l'on veut et ce que l'on fait. La balkanisation, comment il s'appelle? Patrice Emery Lumumba en a parlé depuis 1960. Mobutu en a parlé. Si vous voulez connaître, la Belgique a prévu la balkanisation. D'ailleurs, il ne prononce pas bien avec sa consonance cet été-là. Mobutu a dit, pour l'unité de la RDC, même s'il faut signer le pacte avec le diable, nous allons le signer, le Congo restera un et indivisible. Alors, et M. Laurent Désiré Kabila en a parlé, même Joseph Kabila en a parlé. Mais comment est-ce qu'on trouve ça? On a abandonné le combat de la vérité des urnes, maintenant c'est le combat de la balkanisation. J'ai compris, même quand Ambongoye est allé, tout le monde le sait, c'est juste pour justifier de l'argent qu'ils avaient reçu. Alors on va parler actualité. D'abord les propos de la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda. Joël Kadé, vous gardez la parole. Qu'est-ce qui a fâché dans les propos de Janine Mabunda? Non, il n'y a rien qui a fâché, mais c'est le montage tel que conçu et tel que fait. Ça frise l'amateurisme dans le chef de Madame Janine Mabunda. Voyez comment les choses sont faites. Elle organise l'échange de vœux d'abord avec le personnel administratif. Elle organise avec le personnel politique. Et pendant ce temps, les assistants parlementaires ne sont pas payés. Elle viole jour après jour le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Allez-y lire l'article 35, l'article 34 du règlement intérieur. Ils sont violentés par Mabunda. Jusqu'aujourd'hui, Mabunda n'a pas... Les membres du cabinet ne sont pas nommés. Et donc, elle les paye suivant ses humeurs. Elle a un directeur de cabinet qui est en même temps député national. Il touche et les émoluments en tant que député national et l'argent du directeur de cabinet et il n'en a pas. Elle a supprimé la cellule de communication. Parce que l'enveloppe salariale sort toujours du trésor public au nombre tel que laissé par Minaku. Attendez un peu. Elle a supprimé la cellule de communication, mais alors que les ministères ou les gouvernements débloquent toujours l'argent pour... L'argent sort pour ceux qui avaient été, donc les 47 personnes qui avaient été nommées par le bureau provisoire. L'argent sort. Et cet argent va... Non mais, il y a des détournements monstrueux qui sont organisés au niveau de l'Assemblée nationale, mais Batbavan Kimia. Et aujourd'hui, que ce soit le premier vice-président, deuxième vice-président, rapporteur adjoint, questeur adjoint, personne, je dis bien personne, il n'y a personne dont les membres du cabinet sont nommés. Les assistants parlementaires au regard de l'article 118 du règlement intérieur. Donc immédiatement après l'installation du bureau définitif, le président de l'Assemblée nationale doit nommer les assistants parlementaires sur proposition de chaque député. Ils ne sont pas nommés jusqu'aujourd'hui. Il côtoie, il est politicien, il peut vous dire si c'est Sanga A, son assistant parlementaire est payé. Mais on voit cet argent qu'elle touche. Et elle viole ce règlement intérieur. Mais voilà comment le montage a été opéré. Après avoir tout organisé, le matin, on arrive à 9 h, on l'a appelée. On a préparé pour elle 2 discours. Le premier discours, échange de vœux. C'est échange de vœux. Et deuxième discours, on est venu prendre nos 2 consoeurs, dont j'étais le nom ici parce que ce sont mes amis. Ils sont montés au bureau et M. Rigo, le jeune homme là, c'est lui qui les a appelés. On leur a remis les questions. Et comment ça se passe? Les modérateurs terminent, les journalistes avaient beaucoup de questions à poser lors de la conférence de presse. Non, on dit non, on va prendre seulement 2 questions de journalistes. Le modérateur n'attend pas que les gens lèvent les mains. C'est le modérateur qui s'avance. Avec le micro directement. Avec le micro, il remet approché à ces journalistes déjà prémontés, préparés pour poser ces questions. Et quand le premier journaliste pose la question, Mabunda sort l'autre papier et commence à lire. Et quand il lit, elle répond au président de la République. Et moi, je me suis dit, est-on encore intelligent dans ce pays où
cette clique diabolique, cette clique satanique, hein, cette secte diabolique a pris en otage tout un pays. Le président de la République a dit exactement ceci. Le président dit, rapidement, je n'ai pas l'intention de dissoudre l'Assemblée nationale. mais si on les pousse à les faire, Mais j'ai comme l'impression qu'il y a des gens qui me poussent à le faire. D'ailleurs, il dit, les gens me prêtent l'intention de dissoudre l'Assemblée nationale. Je n'ai pas l'intention. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a les gens qui me poussent à le faire en perturbant le travail que je fais pour l'intérêt du peuple. Mais si le président n'a pas cette intention, comment vous expliquez aujourd'hui l'agitation du FCC? Non, mais c'est la peur. Ils ont connu, c'est la panique totale. Parce que là-dessus, on me pousse, je vais le faire. Juste pour l'intérêt du peuple. Je sais que Félix ne va pas le faire parce que organiser les élections, ça demande beaucoup de moyens. Le bureau de l'Assemblée nationale n'est pas... le bureau de la CENI est fait mandat, il faudrait qu'il soit renouvelé. Donc, il y a beaucoup de préalables. Mais voilà, dans la panique, on charge Mabunda pour venir exécuter la salle des ordres et dire que non, on va traduire le président devant, devant la Cour constitutionnelle pour haute trahison. Quel est l'acte posé par le président de la République lorsque on a notifié à Kouette du FCC les ordonnances nommant les membres du conseil d'administration et à la SNCC et à la GECAMIN, Kouette refuse de les exécuter. Pour quelle raison? Aujourd'hui, le ministre des Finances, si vous allez regarder la manière dont les travaux de 100 jours avancés avant que le gouvernement ne soit là, et aujourd'hui, il a bloqué tous les bons de paiement pour l'intérêt de ces travaux. Donc, vous comprenez que ce sont les gens qui sont déterminés à voir Tshisekedi échouer. Or, Tshisekedi, s'il échoue, c'est le petit peuple qui en pâtit. Et donc, voilà... Ça, c'est vraiment de la sorcellerie, c'est vraiment diabolique que ces gens pensent qu'ils prennent. Mais écoutez, Kaboul leur avait dit, et je pense qu'ils doivent savoir, parce que personne ne pouvait croire que Tshisekedi allait tenir des propos aussi durs, comme il l'a fait, fort comme il l'a fait, et où à Londres. Très bien. Alors, Maître Rodrigue, je viens à vous. Deux questions. Quand est-ce que le président peut aujourd'hui dissoudre les parlements et quand est-ce que le parlement peut mettre le président en accusation? Vous savez, excusez-moi de le dire, j'ai comme l'impression que dans notre société, nous commençons à discuter même autour des choses qui sont évidentes. Et par moments, ça doit nous remettre tous en question dans quelle société nous sommes. Moi, personnellement, étant qu'un acteur politique, je crois qu'il faut interpeller. Ce n'est pas la première fois que la présidente de l'Assemblée nationale puisse porter sa casquette d'une militante du PPRD ou encore du FCC, ce qui est déplorable. Vous vous souviendrez encore de cette histoire où il a laissé un député national monter sur le perchoir et attaquer personnellement le président de la République. Et aussi, ce n'est pas la première fois, c'est vrai que c'est un acte à condamner, d'autant plus qu'ils sont dans une même famille politique aujourd'hui. Il faudrait à un certain moment que la présidente de l'Assemblée nationale puisse avoir, la présidence de l'Assemblée nationale puisse comprendre qu'ils sont dans une coalition, mais il ne doit pas forcément porter sa casquette d'une militante. Ça, c'est très important. Maintenant, pour revenir à votre question, il n'y a pas que la présidente de l'Assemblée nationale, il faut rappeler aussi le premier vice-président de l'Assemblée nationale qui n'est pas militant lorsqu'il porte des fonctions. C'est très important, ils doivent le savoir. Maintenant, sur votre question, premièrement, la dissolution de l'Assemblée nationale. Bon, c'est vrai, j'ai entendu certaines personnes parler d'un pouvoir discrétionnaire du chef de l'État sur la question. Moi, je ne suis pas de cet avis. Moi, je pense qu'il s'agit ici d'analyser froidement la question du point de vue de droit. La siège de la matière, tout le monde le sait aujourd'hui, c'est l'article 148 de la Constitution qui énumère les conditions. On parle de l'avis consultative et consort du Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale, ainsi que du président du Sénat avant d'arriver à ça. Maintenant, cet avis consultatif n'est pas obligatoire. Est-ce que c'est facultatif? Tout ça, c'est à définir et c'est à discuter. Mais lorsque vous regardez très bien notre Constitution, je crois que son article 79, où l'on démontre clairement quels sont les domaines
Et c'est de manière très limitative, que sont les domaines où l'ordonnance du chef de l'État intervient sans qu'il s'agit, lorsque le président de la République nomme le Premier ministre, il n'a pas besoin du contre-seing du Premier ministre. Lorsque le président de la République investit le gouverneur de province après élection, il n'a pas besoin du contre-seing du Premier ministre. Le troisième cas, c'est à l'article 143 de notre Constitution, sauf erreur de ma part. Maintenant, parce que la loi limite le domaine où le président de la République agit sans contre-seing du Premier ministre. Parce que là, dans ces hypothèses-là, il a une large compétence de décision, n'est-ce pas? Mais pour la dissolution, parce que le reste doit subir le contre-seing du Premier ministre. Même si nous étions dans une hypothèse où il faudrait dissoudre l'Assemblée nationale, après consultation, l'ordonnance, pour que cette ordonnance soit valide, afin qu'il ne puisse pas souffrir aussi de la non-notification, comme c'est là le cas des mandataires publics, il faut qu'il y ait contre-seing du Premier ministre, n'est-ce pas? Je crois que sur ce cadre-là de la dissolution, c'est clair. Oui, c'est la compétence du président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale, mais cette compétence doit subir le contre-seing du Premier ministre, parce qu'ici, il s'agit d'une crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Tout à fait logique que le matériel ainsi que l'élément intentionnel, qu'on appelle élément moral. Bon, je n'aime pas trop. Ici, si nous allons trop technique, nous allons faire perdre le fil d'idées ou encore aux téléspectateurs qui nous suivent. Donc, il faut 3 éléments. Maintenant, ici, il faut se questionner quel est l'élément matériel qui va démontrer la violation intentionnelle de la Constitution. C'est l'acte qui sera prise par le président de la République. Ici, il s'agit d'une ordonnance. L'ordonnance qui est prise par le président de la République, qui va constituer la matérialisation de la commission de l'infraction, parce que le fait d'être cristallisé en infraction, ce n'est pas la simple volonté du président de la République qui va se faire déduire à une violation intentionnelle de la Constitution. C'est l'ordonnance qui prendra, je ne sais pas ce sera dans quel domaine, ce n'est pas toujours dans le cadre d'une probable dissolution de l'Assemblée nationale. Il y a plusieurs faits qui peuvent constituer une violation intentionnelle. Ensuite, l'élément moral ici, c'est la connaissance de la violation de la Constitution. Et après, il faut voir, lorsque cette ordonnance sera prise, il faut qu'il y ait annulation du juge et consort qui consacre évidemment l'inconstitutionnalité de l'ordonnance. Là, nous passons. Et ce n'est pas fini. Il ne faut pas aussi aller vite après que n'est pas juriste qui le veut. C'est tout à fait vrai, parce qu'il y a certains qui passent 5 ans d'études universitaires pour être consacrés juristes. C'est très important. Mais aussi, vous savez, le droit est beau, mais par moments, la réflexion en droit devient aussi compliquée. Lorsque l'on dit que le président de la République sera, là je ne parle pas en politique, je reste technicien, il sera mis en accusation. Oui, c'est vrai, poursuivi, ok, d'accord, la Constitution le consacre, l'infraction est même consacrée dans la Constitution, mais il y a un problème dans cette infraction de haute trahison. L'infraction de haute trahison n'est pas assortie d'une peine. C'est ça le problème. L'infraction existe dans notre Constitution, mais il n'y a aucune peine qui est attachée. Or, pour condamner quelqu'un, pour condamner un criminel, pour condamner une personne qui a posé des actes répréhensibles, il faut qu'il y ait certes l'infraction, et après, nous devons savoir quelle est la peine qui doit lui être administrée. Parce que notre Constitution aussi dit, qu'il n'y a ni peine, ni infraction lorsque la loi ne le prévoit pas. Je crois que les latinistes peuvent nous aider là-dessus. Je crois que c'est nulla poena, nullum crimen, nulla poena, nullum crimen sine lege. Donc il n'y a ni crime, ni infraction si la loi ne le prévoit pas. Il n'y a ni peine, ni infraction si la loi ne le prévoit pas. Comprenez-moi, je n'ai pas la formation latiniste, moi je suis pédagogue de formation. Très bien. Donc, pour en arriver là, je crois que la présidente de l'Assemblée nationale aurait dû prendre d'abord le préalable, ou encore avec sa famille politique, de mettre en place une loi qui va légiférer sur l'infraction de haute trahison. Jusque-là, nous sommes encore loin de cette hypothèse. Voilà. Voilà, alors Joël Cadet, je reviens à vous.
est-ce que le président aujourd'hui est obligé de continuer dans cette coalition où visiblement personne ne sait les respecter? Vous avez vu Dounia Kilanga qui a déclaré récemment que si Félix est président, ce n'est ni la volonté de la CENI, moins encore des Congolais, mais plutôt une volonté de Joseph Kabila. Ramazani Chadari qui déclare grand Potazaga Ramoko Joseph Kabila. Aujourd'hui, vous avez Mabunda qui se comporte en professeur d'université pour infliger des leçons au président. Est-ce qu'aujourd'hui le président est obligé de continuer avec cette coalition? Bon, il est obligé, et non pas parce qu'il le veut, mais parce que c'est les contextes des élections de 2018 qui les lui imposent. Donc, vous avez en face la majorité parlementaire que vous n'avez pas. Au départ, ça aurait été mieux, et d'ailleurs beaucoup de gens l'avaient conseillé dans ce sens-là, qu'il le laisse gérer un seul et qu'il travaille dans une sorte de cohabitation. Et c'est ce qui pouvait peut-être mieux marcher. Mais ils ont réfléchi ensemble pour que les choses avancent, évoluent. Il fallait qu'ils mettent leurs énergies ensemble. Ils ont signé l'accord FCC Cash. Nous avons été à l'hôtel du Fleuve. Mais là où peut-être pose problème, je ne suis pas juriste malheureusement, quand Maître dit, je ne pense pas que l'ordonnance portant dissolution de l'Assemblée nationale devrait avoir les contraintes du Premier ministre. Parce que notre constitution est élaborée un peu pour copie la constitution de la France. J'ai vu lorsque Jacques Chirac, sa consultation du Premier ministre et du président de l'Assemblée nationale et du Sénat, ça s'était passé dans moins de 5 minutes. Donc parce que la personne qui constate l'intention, c'est lui qui constate cette intention, et qu'est-ce que j'ai dit? Celui qui constate la crise persistante, c'est le président de la République. Vous pouvez soulever, on peut juste soulever ce problème de la nomination des mandataires à la SNCC, à la GECAMIN. Y a-t-il crise, oui ou non? En tout cas, la crise est là. Le chef de l'État prend la décision. Sa décision ne peut être donc, les actes, le président est irresponsable devant le Parlement. La personne qui répond de sa responsabilité devant le Parlement, c'est le ministre ayant en charge les secteurs ou le Premier ministre, parce que nous sommes dans un régime presque semi-présidentiel lorsque le président a la majorité est présidentielle et à tendance semi-parlementaire lorsque le président n'a pas la majorité parlementaire. Et dans le cas actuel, comme ils sont en coalition, on pouvait dire que c'est semi-présidentiel. Mais là, l'Assemblée et le Sénat ne peuvent pas débattre des actes que pose le président. Ce qui fait que même lorsque le président se pointe devant le Congrès pour prononcer son discours sur l'état de la nation, on ne discute pas, il n'y a pas de questions qui peuvent être posées. Donc il fait son discours, on ne peut pas. Mais Mabunda a organisé encore un autre montage. À l'époque, la réunion avait été tenue vers 2 h du matin et consort, où on permet que Charles Naouij vienne pour pratiquement insulter le chef de l'État et le traiter d'inconscient. Mais vous vous rappelez que Mabunda était rentré dans un catch, dans un taxi catch. Il avait abandonné tout son cortège. Et pensez-vous vraiment que demain après-demain, elle décide comme on la pousse, elle joue les salles besognes aujourd'hui et n'a pas sa propre personnalité pour dire non à tel ou tel autre acte? Pensez-vous qu'elle saura encore se promener avec son cortège demain? En tout cas, je ne crois pas. Parce que tout le monde constate aujourd'hui que l'FCC, le bloc, comme vous l'avez dit, l'FCC ne veut pas que le mandat de Félix réussisse. L'FCC ne débloque pas les moyens pour que les travaux qui avaient déjà connu beaucoup d'avancement puissent être achevés. Tout le monde a déjà fait ces constats. Vous pensez que nous avons encore un peuple aussi naïf pour laisser que ces gens continuent à nous prendre en otage? Non. La responsabilité sera du peuple pour qu'on rétablisse les choses. Et rétablir les choses, lui ne peut pas casser cette coalition aujourd'hui. Je ne vois pas qu'est-ce qui va le pousser à le faire, mais je pense notre pays, dans sa conception ou dans sa création, va un peu plus loin des autres réalités dans la formation des États africains. Vous savez, nous avons un pays qui a été État indépendant
avant l'indépendance, c'était un État appartenant à un individu. Il y a la dynamique internationale qu'il fallait maîtriser, il y a la dynamique interne. Par rapport à la dynamique interne, en dehors des vociférations, des élucubrations de Martin Fayoulou, mais je crois que le peuple a compris aujourd'hui qui est pour ses intérêts, et ce peuple-là répondra un jour. Et c'est pour vous dire que je ne vois pas pour quelle raison il va casser cette coalition. Mais il appartient vraiment à ceux qui ont bénéficié un peu de la couverture de Félix-Antoine Tshisekedi, parce que je vous dis que n'eût été Félix, je ne vois même pas certains qui pouvaient encore rester dans ce pays. Je ne le vois pas. Hein, ça allait être pratiquement une révolution en rupture, mais c'est quand Félix, qui est presque leur couverture, qui est presque leur parapluie, ils commencent à trouer ce parapluie, je crois qu'ils sont en train de casser l'arbre sur lequel ils sont assis, et les conséquences, ils vont en supporter. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler d'une crise comme Martin Fayoulou l'estime depuis plus d'une année? Bon, jusque-là, il n'y a aucune crise. Il n'y a pas de crise. La crise pouvait être là lorsque, par exemple, comme il avait nommé Ilunga Kamba, il arrive au Parlement, on rejette, on n'investit pas le gouvernement, donc, et il nomme un deuxième Premier ministre, il envoie le programme, on ne l'investit pas. Voilà la crise. Mais il n'y a pas de crise aujourd'hui. Nos amis Fayoulou et Mouzito, d'ailleurs, quand vous regardez des hommes aussi responsables, des politiciens assis comme Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, vous avez vu qu'ils affichent aujourd'hui une posture de responsable. Donc, ils ne sont plus dans un combat sans soubassement, parce que c'est mal à point que l'on croise quelqu'un comme Fayoulou en train de combattre Félix. Et au regard de tout ce qui s'est passé. Donc, c'est vraiment mal à point. Hein? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut réfléchir comment séparer Félix des Kabila et puis les rapprocher des Fayoulou? Non, il appartient au chef de l'État de comprendre que non, il est le président de tous les Congolais. Comme par rapport à la question soulevée ici aux balkanisations, ainsi de suite, il peut arriver des moments. Nous avons vu lorsqu'il y a eu l'attaque du journal satirique à Paris. Vous avez vu les canards boiteux, je crois. Vous avez vu Sarkozy à côté de Hollande, à côté de Macron. Hein, lorsque ça pose problème, en tout cas, il n'y a plus de couleur. Mais chez nous, la politique est basée sur la haine, sur les sentiments, sur la passion. Et donc, les gens ne privilégient pas l'intérêt supérieur de la nation pour comprendre que, pour des questions d'intérêt national, nous pouvons conjuguer, nous pouvons mettre en synergie toutes nos énergies afin de faire face à la crise. Mais jusque-là, il n'y a pas encore une seule crise qui secoue les institutions pour qu'on parle d'une crise. Mais les amis, ensemble avec Ambongo, cherchent que cette crise ait lieu réellement, parce que ça leur permettra. Vous vous rappelez du contrat qui avait été convenu à Genève, que Fayoulou allait gérer le pays pendant 2 ans. Donc, il croit vraiment qu'il y ait cette transition, qu'il y ait ces dialogues, de telle sorte qu'il réintègre les institutions. Vous savez que les politiciens ne vivent que sur le dos du trésor public, ils n'ont pas le moyen de tenir pendant très longtemps. Très bien. Alors, maître, cette fois, c'est toujours le FCC qui fait parler de lui. Cette fois, c'est Ramazan Ishadar qui a déclaré qu'ils vont paralyser les pays au cas où un mal arrivait à Albert Youma. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, avant de revenir, j'aimerais quand même rebondir un peu du point de vue technique sur l'inquiétude de mon co-débatteur d'aujourd'hui. En fait, ce qu'il faut savoir, je pense que malheureusement on n'a pas le texte, la loi mère avec nous. Il faut lire simplement l'article 79. Vous allez constater que le domaine où le président de la République agit seul par ordonnance est très bien limité, circonscrit par la Constitution, et le reste est un domaine partagé avec le président de la République. C'est tout à fait naturel parce que notre Constitution, en fait, c'est lui qui détient le pouvoir réglementaire, c'est le Premier ministre. C'est le Premier ministre qui est le détenteur du pouvoir réglementaire général, alors que le président de la République n'a qu'un pouvoir réglementaire résiduel. Donc, ce n'est pas d'inquiétude. Je crois que l'analyse ici n'est pas de penchant politique. Je reste vraiment un technicien. Lorsque la loi limite strictement le domaine d'intervention du président de la République sans le contre-seing du Premier ministre, je crois que sur cette question-là, nous ne pouvons plus débattre. S'il n'a que 3 options ou 3 possibilités d'intervenir seul sans le contre-seing, le reste
le reste des décisions réglementaires qu'il peut prendre, il les prend en contraseing du Premier ministre. C'est l'article 79, tout est clair là-dessus, vous pouvez le lire, vous allez, je fais confiance à votre compréhension, vous allez être d'accord avec moi. Maintenant, écoutez... Chadari, ils vont paralyser les pays. À un moment donné, nous devons être sérieux. Nous devons être sérieux parce que lorsqu'on est acteur politique de ce trempe-là, de cette carrure, on ne se permet pas de dire n'importe quoi en public. On ne dit pas n'importe quoi en public. J'ai comme l'impression que nos amis de la majorité présidentielle aujourd'hui ne comprennent pas qu'ils ont le pouvoir. Ce sont eux qui gèrent la République. La population ne les attend pas dans ce petit guéguerre inutile. Nous allons paralyser la République. Le FCC veut paralyser la République qu'il dirige. C'est lui qui a la majorité parlementaire, c'est lui qui a le gouvernement, c'est lui qui dirige l'État. Il va paralyser la République pour les intérêts égocentriques d'une minorité de personnes. Il est inacceptable. C'est pourquoi aujourd'hui, vous constatez que la chose publique est gérée d'une manière inacceptable depuis 18 ans aujourd'hui. Il est inacceptable. La grogne sociale s'annonce. Les fonctionnaires disent non à l'impôt injuste qu'on veut les imposer de 15%. La gratuité de l'enseignement, ils doivent se battre pour stabiliser la situation. L'insécurité bat son plein. En tout cas, le secrétaire général ou le secrétaire permanent du PPRD ne peut pas se permettre cela aujourd'hui. Nous sommes dans une société qui s'éveille, une société qui doit évoluer et non reculer. De telles déclarations ne fait qu'allumer de fait et c'est irresponsable. Moi ici je fais appel à leur responsabilité, qu'ils soient du CACH ou du FCC. Ils doivent savoir une chose, qu'à la fin de ce mandat, en 2023, l'opposition que nous sommes, la population qui nous regarde, les attend au bilan. Nous les attendons. Ils ne vont pas venir nous expliquer, non, on s'est disputé parce qu'il y a une décision de justice. À un moment donné, dans ce pays, nous devons respecter cette justice que nous voulons être indépendante. Parce que si nous voulons que notre pays puisse aller de l'avant, la justice doit faire ses enquêtes. Il est anormal que l'affaire 15 millions passe sous silence, que l'affaire 200 millions aussi doit passer sous silence, les différents détournements qu'il y a eu, qu'on n'en parle pas, les personnes qui se sont enrichies sur les dos de l'État, qu'on n'en parle pas, il ne faut pas en parler. Non, si la personne dont vous avez fait allusion est innocent, n'est-ce pas? Si cette personnalité n'est pas trempée dans ce détournement de 200 millions, qu'on laisse la justice faire son travail, la justice va finalement laver sa personne. C'est ça, il faut encourager notre justice à faire son travail. J'ai vu l'Angola. L'Angola, l'affaire, je crois l'affaire... Isabel Dos Santos. Isabel Dos Santos. La justice est en train de faire son travail. J'ai appris même que certaines personnes qui ont détourné de l'argent ont été amnistiées et on les a demandé de retourner cet argent dans la caisse de l'État. L'État congolais est pauvre. Non pas parce qu'il n'a pas de moyens, mais parce qu'il s'est fait voler par ses propres fils. Nous sommes dans une situation où vous avez un parent qui devient de plus en plus pauvre parce que ses propres enfants à la maison ne font que voler le peu qu'ils gagnent. Comment est-ce que cette famille va se développer? C'est la situation du Congo, c'est la situation de la RDC, c'est la situation de notre pays. Il faut laisser à la justice faire son travail. De telles déclarations n'aidera pas la nation. Ce que nous voulons aujourd'hui, nous voulons une classe politique responsable. Nous voulons des gens qui réfléchissent au Congo. Depuis un moment, mon parti l'envol, nous nous battons pour la réduction du train de vie de l'État. Parce qu'il faut le reconnaître qu'aujourd'hui, l'État aujourd'hui prend 80% de notre budget national. Regardez le budget 2020 tel que voté aujourd'hui, parce que nous parlons même de l'Assemblée nationale ici. L'Assemblée nationale a augmenté ses frais de fonctionnement. Quelle Assemblée nationale qui ne produit pas des comptes rendus analytiques, de comptes rendus analytiques, il ne produit pas de rapports de plénière, ça c'est un problème. Pour ne parler que de cela, ce n'est pas normal. Il est temps aujourd'hui que les personnes qui nous dirigent, les personnes qui ont décidé les personnes à qui la population a donné le pouvoir de diriger réellement le pays. Tout ce que nous pouvons demander à cette famille politique, de se ressaisir. Entre eux, ils doivent se rencontrer. J'ai même appris qu'ils ont un comité de suivi de l'accord. Ils doivent se rencontrer, discuter s'ils ont des divergences. Ici, nous, notre intérêt, nous l'envol, est que le Congo puisse gagner. Notre intérêt aujourd'hui est que la population congolaise
se retrouve dans la gouvernance de la majorité actuelle. Très bien. Alors, Joël Cadet, pendant que le président est en train de négocier avec les investisseurs, vous avez Chadari qui promet de paralyser les pays simplement parce que Albert Youma serait cité dans un dossier de détournement. Donc, voilà. Sincèrement, je vous dis, je ne voulais pas croire que Albert Youma a détourné ou bien voulait organiser ce blanchiment d'argent pour le compte de son ami Dan Jettler. Je ne voulais pas le croire. Sincèrement, je ne voulais pas croire qu'il est voleur. Sincèrement, je ne voulais pas croire que Albert Youma est trempé dans cette histoire. Mais c'est la manière dont le FCC est en train de le défendre qui me fait comprendre. Parce qu'Albert Youma, d'abord, il n'est pas du FCC. Albert Youma est de la société civile. Dans toutes les rencontres politiques où j'ai été pour couvrir en tant que journaliste, j'ai trouvé Albert Youma se présentant comme étant de la société civile parce que président de la Fédération des entreprises du Congo. Donc c'est lui le patron du patronat congolais. Alors, aujourd'hui maintenant, je commence à croire que réellement, parce que je ne voulais pas non plus croire ce qui se disait sur lui, qu'il est le caissier de Joseph Kabila. Et que c'est lui qui mobilisait après Katumba de l'argent pour les salles besoins de Joseph Kabila. Je ne voulais pas le croire. Mais c'est la manière dont aujourd'hui il est défendu jusqu'à tenir des propos du genre que nous allons déstabiliser le pays, nous allons paralyser. Maître l'a bien expliqué en technicien. S'il vous plaît. Qui gère aujourd'hui? Ce n'est pas Félix Tshisekedi qui gère. Qui est le responsable de la gestion aujourd'hui? Mais alors, vous dites, on vous attend pour faire le bilan d'ici 5 ans. Vous dites, vous allez paralyser. Bon, avez-vous besoin encore de revenir? Alors, je me dis, là, je ne comprends plus rien, sincèrement. Parce que c'est vous qui êtes au pouvoir, c'est vous qui dirigez, c'est vous qui avez toutes les entreprises, c'est vous qui avez la majorité parlementaire. Dans toutes les provinces, c'est le FCC qui dirige. Il n'y a qu'une seule province où l'UDPS a la majorité, où le cash a la majorité, c'est la province du Kassa oriental. Où il y a encore aussi un autre qui s'illustre par des scandales incompréhensibles, Maouéja pour ne pas le citer. Alors, vous me dites que non, vous allez déstabiliser. Comment ça s'est passé au Conseil des ministres la fois passée? Je voulais l'écrire, mais je ne l'ai pas fait, mais j'ai vu au moins que ça a été publié par Jeune Afrique. C'est tout là qui pose le problème. Oh non, est-ce qu'on ne peut pas laisser Youma rentrer à Lubumbashi? L'affaire est en justice. Il est quand même responsable. Il doit avoir la gestion de la GECAMIN. Le président de la République a répondu: je ne veux pas m'y mixer dans la gestion de cette affaire au niveau de la justice. Si Kamere s'en est sorti, s'il a fait quoi avec les magistrats pour éclipser l'affaire 15 millions. Éclipser l'affaire 15 millions. Ce n'est pas mon problème. Je n'y étais pas immixé et par conséquent, je ne veux pas non plus parler de cette affaire. La deuxième personne qui va demander la parole, c'est le ministre d'État et le ministre de la décentralisation et réforme institutionnelle, Azarias Ruberoa. C'est lui qui pose le problème. Ça a presque un peu énervé le chef de l'État. Il a dit, je ne veux pas qu'on parle de cette affaire-là. Et c'est là où on voit maintenant Ramazani et Chadar Lomo du maître se lever pour dire, toujours dans un langage vulgaire, que si on touche à Youma, alors c'est là où je me suis dit non, c'est que ces gens savent pourquoi ils ne veulent pas qu'il y ait un changement à la tête de la GECAMIN, parce qu'ils savent qu'on va découvrir dans les tiroirs des cadavres pourris. On va découvrir à la SNCC des cadavres pourris. Parce que c'est de là que le Premier ministre vient. C'est lui qui continue à diriger pratiquement jusqu'à aujourd'hui la SNCC. Et la SNCC qui est par terre, la GECAMIN qui est par terre. Donc, conséquence, je comprends, j'ai déduit que les amis savent pourquoi ils veulent couvrir Youma. Non, à un moment donné. Et moi, je me dis qu'on lui rend un très mauvais service. Youma devrait se défendre seul. Là, on lui rend un mauvais service parce qu'il est volé ou pas. Même nous qui étions sceptiques et qui croyions à son innocence, on commence pas à se douter. Mais pourquoi doit-on lui venir au secours? Pourquoi doit-on le défendre? Parce qu'il peut se défendre seul. L'affaire n'est qu'au niveau de l'instruction, je crois, comme vous dites, vous les juristes, l'affaire n'est qu'au parquet. Donc, il peut se justifier devant ces magistrats-là et l'affaire pourra être classée sans suite pour insuffisance des preuves, comme ils disent, pour fait non établi ou pour une opportunité de poursuite. Donc, l'affaire peut être close à ce niveau-là que de vouloir
donner à cette affaire-là une dimension politique. Et là, je me dis, réellement, alors Yuma est trompé. Réellement, Yuma a volé. Réellement, là, je me dis, réellement, là, alors, ça peut s'expliquer ainsi parce qu'on pouvait le laisser se défendre. Pourquoi doit-on arrêter le fonctionnement du pays à cause d'un individu? En Angola, le pays ne s'est pas arrêté, le ciel n'est pas tombé. Et pourtant, la personne qui a été touchée, c'est la milliardaire africaine. C'est la femme la plus riche de l'Afrique. Mais on l'a touchée. Est-ce que le fonctionnement du pays s'est arrêté? Mais qu'on laisse, qu'on le suive, que lui-même soit disculpé ou soit condamné par la justice. Et ce n'est pas en parlant, alors on comprend qu'il y a réellement Anguille sous roche. Très bien, on va parler de la journée du 24 janvier, un an depuis que Félix est au pouvoir. Maître Rodrigue, d'abord, où vous étiez le 24 janvier 2019 et puis qu'est-ce que vous avez senti de voir pour la toute première fois dans ces pays, les passages du pouvoir entre un ancien président et un autre? Oui, parce que vous posez la question où j'étais, comment je me suis senti. Vous savez, je suis un de ces jeunes de la jeunesse du Rassemblement qui ont décidé d'affronter le pouvoir de Joseph Kabila pour lui interdire un troisième mandat. Ensemble avec beaucoup de camarades, on a pris ces risques. Beaucoup d'entre nous ne sont plus là, certains nous ont laissés suite à ces combats. D'autres ont été arrêtés, ils ont passé plusieurs mois dans des locaux de l'ANER. J'ai vu même d'autres sortir récemment. Et voir ce combat que l'on avait mené contre ce pouvoir de Joseph Kabila qui voulait un troisième mandat et qui s'est battu pour ça, tomber, et l'alternance démocratique pour laquelle nous nous sommes battus arriver, c'était un sentiment de joie. J'étais très ému de voir Félix Tshisekedi prêter serment comme président de la République. Moi, quand je faisais ce combat, j'étais encore président ad intérim de la Ligue de jeunes de mon parti. On a vu la réalisation, ça n'arrive toujours pas. Vous savez, beaucoup de gens qui ont mené des luttes, la plupart ne voient pas la concrétisation de leur combat. Mais nous, on a eu la chance, moi personnellement, j'ai eu la chance de voir cette alternance démocratique et pacifique au sommet de l'État arriver. Alors j'étais émerveilleux. J'étais chez moi à la maison, parce que vous me posez aussi cette question, en train de regarder. C'était une forme de fête chez moi, parce que pour moi, tout ce qu'on attendait était arrivé. Tout ce qu'on attendait était arrivé, c'est quelque chose à saluer, c'était quelque chose de bien. C'était arrivé. Et aujourd'hui, un an après l'arrivée de Félix au pouvoir, qu'est-ce que vous dites de son bilan ou de son comportement au pouvoir? Moi, je n'aimerais pas trop parler que de Félix Tshisekedi, j'aimerais parler du pouvoir actuel, de la majorité présidentielle qui gère les pays aujourd'hui. Oui, moi je peux dire une année après, ce que moi je peux retenir, c'est d'abord c'est la bonne foi. Le président de la République nous a suffisamment démontré qu'il avait des bonnes intentions. Il veut vraiment diriger ces pays. Il s'est battu pour ça, heureusement lui-même. Lors de son adresse, lors de son discours, allais-je dire, sur l'état de la nation, il a reconnu qu'il n'y a pas eu d'action en 2019, il y aura plus d'action en 2020. Et moi, je ne peux pas juger le président Félix Tshisekedi parce que lui-même a fait cet aveu qu'en 2020, il y aura des actions sur base de la simple volonté. Je reconnais qu'il y a la volonté politique. La volonté, il y en a. Il exprime, il ne cesse de démontrer, de dire aux Congolais qu'il veut bien mener ce pays, il veut amener son leadership à transformer le pays, ce qui est déjà quelque chose de très positif. Je crois que, je me pose même la question, est-ce que son prédécesseur avait cette bonne foi? Parce que lui n'a cessé de se plaindre qu'il n'avait pas 15 personnes valables qui pouvaient bien lui conseiller, si au moins il en avait. Bon, malheureusement, ou encore heureusement aujourd'hui, les 15 personnes se sentent à travers des déclarations de certaines militantes de sa famille politique. Mais Félix Tshisekedi nous démontre jusque-là sa bonne foi, mais ce que nous attendons plus, ce sont de vraies actions, de la transformation. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que le Congolais puisse se retrouver dans sa gouvernance.
qu'il fasse de plus en plus attention sur sa gouvernance pour amener le Congo vers une vie meilleure. C'est vrai que nous sommes un parti de l'opposition, nous l'envol. Nous faisons de l'opposition républicaine conformément à la loi portant statut de l'opposition, qui est notre œuvre. Nous disons, le plus important, c'est le Congo. Nous ne sommes pas obligés, nous l'envol, de souhaiter l'échec de Félix Tshisekedi. Parce que l'échec de Félix Tshisekedi, il faut le noter, ce ne sera pas seulement l'échec de Félix Tshisekedi, c'est toute la population qui va en pâtir. Même moi qui vous parle, je suis un de cette population, je vais aussi en souffrir. Quand aujourd'hui le dollar est passé à pratiquement à 17,500, ça veut dire que ce n'est pas Félix Tshisekedi qui en souffre, c'est nous tous. Ce que nous souhaitons est qu'ils puissent bien diriger le pays. Mais ils doivent savoir dans leur majorité, ils doivent savoir une chose, qu'ils doivent prendre de plus en plus la mesure de la souffrance de la population. Le peuple est en train de souffrir jusqu'à aujourd'hui. Le peuple a donné de l'espoir à notre combat. Le peuple nous a accompagnés dans notre combat pour qu'il y ait cette alternance démocratique au sommet de l'État. Certains ont laissé leur vie. Ils ont abandonné leur famille aujourd'hui parce qu'ils ont cru à un idéal que nous, politiques, les avions donné. Alors, il n'est pas question, il n'est pas acceptable que la majorité aujourd'hui se laisse dans des distractions, se tirer des dents dans des détournements de 15 millions, dans la jouissance à la fin de compte. Ce qu'il faut demander aux membres de la majorité présidentielle, c'est de gouverner la République, de diriger correctement le pays pour que la situation sociale du Congolais puisse se transformer. Donc, pour me résumer, je reconnais la bonne volonté du président de la République, mais ce que je lui reproche, c'est qu'il y ait encore plus d'action, parce que lui-même lui reconnaît du haut de la tribune du Congrès. Alors, Joël Cadet, on a connu des morts pour obtenir cette alternance, des blessés. Il y a des gens qui aujourd'hui ont perdu certains organes de leur corps. Aujourd'hui, comment vous réagissez lorsqu'on nous présente Kabila comme les pères de l'alternance? Bon, écoutez, père de l'alternance, parce qu'elle est arrivée avec lui peut-être. Mais il faut reconnaître qu'il y a eu les acquis, parce qu'aujourd'hui, on ne pouvait pas se permettre, même Abonde ne pouvait pas se permettre de parler de Joseph. Même Minakou ne pouvait pas se permettre de parler de Kabila de la manière... Aussitôt dit, aussitôt arrêté. Donc il faut reconnaître quand même qu'il y a eu la liberté d'expression dans ce pays. On peut s'attaquer au chef de l'État, on peut tenir les meetings de l'opposition sans qu'il y ait du gaz lacrymogène, sans qu'il y ait des tirs à balles réelles. On peut traiter le président des marionnettes. On peut traiter le président des marionnettes, on peut l'insulter comme on veut. Bon, il laisse. On peut se lever un matin, vous avez un autre fou comme Nemanda Semi qui se lève, qui s'autoproclame président de la République, qui organise son cortège, qui fait son théâtre. Bon, il est à l'aise. Donc ça, il faut quand même reconnaître que ce sont les acquis. Moïse Katumbi est rentré au pays, Mouyambo a quitté la prison. Vous avez tous les prisonniers dits emblématiques qui sont sortis. Même le maître Yangambi, en tout cas pour qui ne pouvait pas sortir, il est sorti, bien qu'aujourd'hui le crash sur la main qu'il a fait sortir de la prison. Donc il y a eu quand même beaucoup d'acquis et on sent, comme mon ami l'a dit tantôt, qu'il y a la volonté du président de la République. Mais il y a eu la réfection de beaucoup de routes, hein, ce qui fait qu'on appelle Tshisekedi d'aujourd'hui béton. Et je crois même que le Kabila lui-même s'était énervé contre ces gens pour dire, mais c'est vous-même, Louaka, qui était ministre des Infrastructures. Pendant 3 ans, l'avenue de l'université est restée avec du sable jaune. Pendant 3 ans, l'avenue du commerce ici, on ne pouvait pas y passer. Pendant 3 ans, Bokassa a été fermé. Pendant 3... Mais parce que tu sais que les travaux de 100 jours tels que réalisés, ce n'était pas avec des gens que lui a nommés. D'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, il n'a encore rien nommé. Donc, c'était le ministre des Infrastructures nommé par Kabila, avec de l'argent laissé dans les trésors publics par Kabila, avec le DG de l'OVD nommé par Kabila, avec le DG de l'Office de route nommé par Kabila. Et donc, comment est-ce que dans peu de temps, ils ont réalisé beaucoup de travaux en faveur du peuple, parce que aujourd'hui on peut aller à l'université, mais on va prendre lui-même qui avait bloqué l'avenue de l'université pour ne pas la réfectionner, on lui donne la gestion du secteur universitaire et supérieur. Donc je n'ai pas compris cette sorcellerie là. Mais là où il y a un vrai problème avec Félix, je crois qu'il pourra tomber dans les mêmes erreurs de 15 personnes dont Kabila pouvait déplorer, le manque de 15 personnes, c'est lorsqu'il a il s'est fait entourer dans beaucoup de cas des opportunistes.
des affairistes, des gens qui sont venus pour faire du business à la présidence de la République. Les banapoto. Que ce soit, oui, que ce soit, bon, il y en a quand même qui se distinguent, mais dans beaucoup de cas, ce sont des gens qui sont venus pour faire leur business, pour faciliter leurs affaires, ainsi de suite. Et deuxième grosse erreur qu'il a commise, c'est de prendre sa propre communication. Vous ne pouvez pas dans une maison, je suis marié, père deux enfants, je ne peux pas dans ma maison prendre la communication de ma maison, remettre à mon allié, remettre à mon épouse, non. C'est moi qui dois gérer ma propre communication, la vente de ma propre personne. Mais ici, qu'est-ce que Félix a fait? Vous prenez et la communication de la présidence, du cabinet, vous remettez à votre allié, vous remettez à votre épouse. Vous prenez également la communication du gouvernement, vous remettez à votre allié, vous remettez à votre épouse. Moi, j'ai des problèmes avec mon beau-père. Je vais chercher que ma femme parle? Non. J'ai des problèmes avec mon père. Je vais chercher que ma femme parle? Non. C'est pourquoi on l'a bloqué. Je l'ai dit à Kassamba. Kassamba nous a vendu dans ce pays ici. Jean-Marie Kassamba. Il n'était rien à la présidence de la République. Il n'était rien, ni conseiller, ni quoi que ce soit. Mais Kassamba nous a vendu du vent. Kassamba nous a vendu du vent, il nous a vendu les tramways, il nous a vendu les TGV, il nous a vendu les avions, tout ça. Donc il pouvait faire de grosses images, tout ça. Et c'est arrivé que ça convainc, parce que l'objectif de la publicité, c'est séduire. Et facilement, Kassamba séduit plusieurs âmes qui ont tenté de croire qu'en 2006, en 2007, que non, Kabila va le faire. Mais Kabila a fait toutes ces 12 années, ça a réalisé ce que Kassamba nous avait montré. Mais aujourd'hui, vous, ce n'est pas du vent. Vous avez du béton. Vous avez une université. Vous avez Bokassa. Vous ne pouvez même pas organiser un reportage. Aujourd'hui, le pays qui était isolé sur le plan international, en Afrique, depuis 2016, Kabila n'allait plus dans les sommets internationaux, ni en Afrique, ni dans le monde. Mais aujourd'hui, le pays a renoué avec le monde, aussi bien occidental qu'africain. Aujourd'hui, dans une année, en 2021, nous allons prendre la place de la présidence de l'Union africaine. Cette année, je crois, Tshisekedi est vice-président, le premier vice-président. Mais vous ne pouvez même pas organiser. À la RTNC, rien ne passe. Tout ce qu'il réalise, toutes les prouesses réalisées avec le Fonds monétaire international, avec la Banque mondiale, avec les États-Unis, avec la France, avec la Grande-Bretagne, avec l'Allemagne, avec le Japon, avec tous les pays dans lesquels il a été, mon cher ami, on n'en parle pas. Alors je me dis que non, c'est que ces gens, et pourtant, c'est beaucoup de fonds qui sortent. Je ne le dis pas par acharnement, c'est beaucoup d'argent qui sort pour la communication, mais on ne vend pas les actions du chef. On ne le vend pas. Et donc, vous comprenez que non, il y a un travail qui est en train de faire. À un moment donné, je me suis dit, d'ailleurs, nous attendions Sessanga comme directeur de cabinet. À un moment donné, je me suis dit, est-ce que Kamere ne joue pas le rôle que jouait Bouguera, Deogracias Bouguera, aux côtés de Laurent Désiré Kabila, pour non seulement l'empêcher d'avoir les grandes têtes, comme Sessanga, comme, pour parler toujours de lui-même, Simon Moulamba, d'avoir des hommes comme Loubaya, d'avoir des hommes qui ont d'ailleurs mouillé leur chemise pour battre campagne, des hommes comme Christian Bossembe, des hommes comme de Peter Tiani, ainsi de suite, des hommes qui peuvent l'aider non seulement à le vendre, mais à contribuer, à réaliser, à matérialiser toutes ces bonnes intentions, toutes ces bonnes idées dans le concret. Mais vous ne faites pas appel à ces gens, mais vous avez un caméra qui bloque l'accessibilité au président de la République par ces hommes aussi intelligents. Et au niveau du gouvernement, et au niveau du cabinet. Alors je me suis dit, Kamere est en train de jouer, comme à l'époque, le rôle que jouait Deogracias Bouguera, secrétaire général de l'AFDEL, aux côtés de M. Laurent Désiré Kabila. Et si le président ne comprend pas qu'il y a lieu de revoir les choses, c'est lui qui va répondre. Parce que, écoutez, 4 ans, ce n'est plus beaucoup. Hein. Aujourd'hui, c'est le 24, vous l'avez dit. Mais d'ici et là, il doit rentrer encore devant le peuple. Et donc, aujourd'hui, si on doit trouver Kabound qui doit quitter son péchoir pour aller parler, réconforter les militants. Non, là, il a parlé devant les militants, il devrait se comporter en militant. Une observation que je voulais faire à mon co-débatteur. Mais Mabunda l'a fait
devant le perchoir, ça c'est officiel. Là, il ne pouvait pas se comporter en militante. Mais Kabound l'a fait, c'était devant la foule, c'était une dynamique, n'est-ce pas, de militants. Les militants savent ce qu'ils savent, ce que les militants veulent entendre. Vous êtes politicien. Ici, vous êtes dans une émission et vous donnez les aspects d'ordre technique du droit, c'est bien, je vous félicite, vous êtes intelligent. Très bien. Mais quand vous serez devant vos militants, vous allez parler comme militant, vous allez parler comme politicien. Et donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous partagez l'avis de Joël Cadet qui pense que le président a échoué dans son casting? Écoutez, faire l'évaluation de membres du cabinet du président de la République, encore que je ne le connais pas tous, personnellement, je ne connais pas tous, hein, parce qu'il y en a plein. Et encore qu'il y a certains, on a revu leur rang protocolaire et les avantages qui suivent aussi. Ça, c'est vraiment pas le vrai problème. Ça, c'est vraiment pas le vrai problème, le casting. Le problème aujourd'hui, c'est la réduction du train de vie de l'État. Les finances publiques. Comment est-ce que les finances publiques est gérées aujourd'hui? Le problème qui se pose, il y a cette injustice sociale qui s'installe. Regardez, j'ai bien suivi, je suis juriste. L'impôt est une obligation, je suis tout à fait d'accord. Mais lorsqu'on demande aux fonctionnaires de l'État de payer 15% de l'impôt, excusez-moi de vous le dire, cet impôt est injuste. Cela nous ramène peut-être... Vous savez, le début de contestation de Congolais à l'époque, c'était entre 1920, de 1920 à 1945. C'était ça, l'impôt sur l'effort de guerre. Les personnes qui aiment l'histoire du Congo peuvent nous le dire. Thomas Louak. L'impôt sur l'effort de guerre, c'est parmi les choses qui ont commencé à faire révolter les Congolais de l'époque. N'est-ce pas? C'est notamment ce qu'on demande à ces pauvres citoyens qui touchent pratiquement rien, mais qu'on leur demande que l'on puisse prendre encore plus dans leurs revenus mensuels. Nous reconnaissons que l'impôt est obligatoire, mais le 15%, c'est injuste. Mais vous avez dans un pays où la rétrocommission est pratiquement légalisée, vous êtes dans un pays où le 15 millions disparaissent, les enquêtes demeurent en cours, le procureur de la République, le PGR nous demande de ne pas en parler. C'est ça le vrai problème aujourd'hui. Il faut revoir la situation, établir l'équilibre social. Vous avez des députés, vous avez des députés nationaux. D'ailleurs, j'en ai suivi un apparemment assez réputé qui dit lui-même ne sait pas pourquoi il est à l'Assemblée nationale. À chaque fois qu'on pose des questions, qui sont pour, il lève la main, qui sont contre, il lève la main, qui s'abstiennent, il lève la main. Il ne sait pas pourquoi il part en vacances parlementaires. Et je vous jure que, sans faire de vraies estimations, comme l'aime faire Christian Bossembe, qui parle de 914 promesses, moi je dirais peut-être nous sommes à 74% des élus qui ne travaillent pas réellement, mais qui sont aujourd'hui à peu près à 5 000 $. Si vous ajoutez les invisibles, parce que je vous rappelle, la présidente de l'Assemblée nationale a reconnu du haut du perchoir qu'elle paye les invisibles. Donc ils sont à peu près à 9 000 $, à 9 ou à 8 000 $. Alors que un directeur de la fonction publique qui a fait carrière, il est à peu près, sauf erreur de ma part, dans le centaine de dollars, 100 et quelques dollars. C'est inadmissible. À celui-là, vous obligez à sortir du peu qu'il gagne pour donner à l'État. L'argent qu'il va donner à l'État, ça va servir à nourrir quelques dirigeants, quelques détenteurs de pouvoir, quelques politiciens. Mais non, c'est inacceptable. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut demander au président Félix Tshisekedi de bannir cette république de privilèges qui est en train de se construire petit à petit. Vous avez un décret de l'ancien Premier ministre qui établit des privilèges, qui lui a des privilèges à vie. Lui et les membres d'anciens gouvernements, à travers ces décrets pris par l'ancien Premier ministre, où il va bénéficier de certains avantages, n'est-ce pas? Vous avez aussi un ancien président de la République qui a à peu près 30% du revenu du président de la République. Nous sommes dans une république de privilèges. C'est ce que nous demandons au président de la République. D'abord, d'abroger ces décrets qui octroient des avantages indus aux anciens membres du gouvernement. Nous ne sommes pas dans une république de privilèges, encore que le Congo a besoin de beaucoup d'argent pour investir. Nous nous intéressons de moins en moins à l'investissement. Nous nous intéressons de plus en plus à nourrir quelques
quelques politiciens, ce qui est inacceptable. Même les députés nationaux, à mon sens, ce sont des autorités budgétaires. Les députés nationaux sont des autorités budgétaires, ils doivent servir d'exemple. Ils doivent revoir aussi leurs émoluments à la baisse. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est d'établir l'équilibre. Très bien. Alors, ce que nous voulons aujourd'hui est que le revenu du Congolais puisse servir aux Congolais réellement et non aux institutions de la République. Très bien. Alors, Joël Kadé, est-ce qu'un an après au pouvoir, Faty aujourd'hui se sent pleinement président? Est-ce que vous partagez l'avis de ceux qui pensent que le président a encore ses mains liées? Non, les mains liées, je vous ai dit, c'est le contexte électoral de 2018. Je pense vous l'avoir dit ici, je le répète, c'est le contexte qui fait que le président règne, mais ne gouverne pas. Celui qui gouverne, c'est le Premier ministre. Ceux qui gouvernent sont les ministres. Et donc, à ce niveau-là, les mains liées, ce n'est pas quelque chose d'un accord quelconque comme on s'en imagine, mais c'est une affaire du contexte des élections qui ont fait que la majorité parlementaire, qui a eu tricherie, fraude et consorts, que la majorité parlementaire soit entre les mains de son allié, qui est le FCC, qui ne veut pas que les choses réussissent, et de l'autre côté, vous l'avez. En principe, ça aurait été dans une cohabitation, et il n'a pas le pouvoir en dehors de nominations et ainsi de suite, sur le plan protocolaire et consorts, il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre pour agir. Et donc, nous croyons que vraiment, comme c'est sa deuxième année qui vient de commencer, qu'il va s'auto-évaluer lui-même, qu'il va évaluer son action, qu'il va évaluer son entourage. Mon ami a dit que ce n'est pas un problème, mais écoutez, on ne réussit jamais seul. On ne peut jamais tuer une poule avec un seul doigt. On ne réussit pas un problème. Je ne voulais pas m'y intéresser. J'ai compris. C'est lui le seul responsable. C'est lui qui a pris la décision de nommer des incompétents, s'ils sont incompétents. Oui, c'est à ce niveau-là qu'il doit évaluer son entourage, qu'il doit évaluer son action, qu'il doit évaluer l'action des membres de son gouvernement. Il a dit qu'il va utiliser le bic rouge. Nous l'attendons en action. Je ne veux pas comptabiliser aussi comme Christian le fait pour savoir combien de promesses ont été faites. Là, il nous a demandé, la fois passée, il avait dit qu'il n'allait pas finir, mais là, il dit qu'il va organiser les audits. Attendons-le aux actes, parce que les promesses, on en a suffisamment. Nous espérons que cette fois-ci, les choses peuvent aller. Mais laissez-moi terminer pour dire, c'est incommode lorsqu'on voit quelqu'un comme Baba Bassoué, quelqu'un comme Mukuna en train de défendre le président. C'est le réduire, c'est le cloisonner dans un carcan tribal. Tu sais, Kedi n'est plus seulement des Balouba. Le pouvoir n'est pas des Balouba. Le pouvoir, il y a des Bakongo qui l'ont voté, il y a des Bangala qui l'ont voté, il y a les Baswahili qui l'ont voté. Il a eu beaucoup de voix. Et quand vous regardez dans sa campagne, par exemple, comme à Lubumbashi ou au Katanga, il y a eu des gens comme les Kibasa qui ont battu campagne, qui ont mouillé leur maillot. Vous avez les Séraphins Omba qui ont mouillé leur chemise pour qu'ils soient élus. Mais qu'aujourd'hui, que certaines Balouba sortent pour dire les pouvoir n'habissent. Non, 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 non. Ce n'est pas le pouvoir, c'est le pouvoir de Félix. Mais à ce niveau-là, je voudrais demander à notre population de ne pas croire à ces agitations de ceux qui ont soutenu Kabila la fois passée. Félix a l'obligation de revoir à qui remettre sa communication, qui doit le vendre, qui doit le défendre, parce que le fait de laisser les Kassaïens lever les tons, ça le dessert plutôt que ça puisse avancer. Maître Rodrigue, on va conclure l'émission avec vous. Est-ce que Faty aujourd'hui rassure? Je crois que ce que moi je demanderais à ma population, à mon peuple, c'est de croire. Il faut croire à un Congo meilleur qu'avant. Il faut continuer à avoir l'espoir que les choses ira mieux. Je venais de le dire tout à l'heure lorsque on était en train d'analyser sur l'an 1 du président de la République. Nous reconnaissons la volonté, nous l'attendons aux actions. Lui-même reconnaît que, lui-même nous dit que l'année 2020 sera une année d'action. Et moi, en tant qu'acteur politique, responsable politique, je ne peux pas plonger ma population dans des désespoirs. Il est important à cette population d'y croire. Et il est important aussi de dire à notre population de mettre sa main dans la pâte, d'y travailler, pour que nous tous, nous devons travailler pour réaliser ces grands vœux. Ce grand vœu de père fondateur, qui est consacré dans notre hymne national, léguer un Congo meilleur qu'avant. Nous devons y croire.
C'est vrai que dans la gouvernance de Félix Tshisekedi, il y a à boire et à manger, il y a beaucoup de choses à dire. Par moments, la population se plonge dans le désespoir lorsque certaines choses ne tournent pas comme ils attendaient. Il y a l'inflation aujourd'hui, la gratuité d'enseignement ne continue toujours pas de rassurer jusqu'à ce jour. Mais nous devons y croire que le Congo sera meilleur qu'avant. Voilà, pour chuter, j'aimerais ajouter ceci. L'Envol a lancé cette grande réforme de la Constitution. Aujourd'hui, nous sommes avancés. Après le président de la République, je l'ai dit au début de l'émission, beaucoup de forces politiques, qui soient de la majorité ou de l'opposition, même les plus radicaux, aujourd'hui sont derrière cette grande réforme. Et là, je profite de l'occasion pour inviter la population congolaise qui nous regarde partout où ils sont, d'avancer vers l'Envol pour signer la pétition que l'Envol a lancée dans plus de 20 provinces aujourd'hui. Nous avons nos sièges, approcher nos sièges pour signer la pétition et accompagner cette proposition de leur portant révision constitutionnelle. Car, en termes de réforme, il n'y aura pas de meilleure réforme dans ce pays si nous ne commençons pas par la révision de notre constitution afin de baliser le chemin pour 2023. L'émission est complètement terminée. Venez au milieu, on va les annoncer avec vous ensemble. Votre mot de la fin, d'abord, Joël Cadet, il y a une rubrique à la fin de cette émission qui consiste pour l'inviter à regarder la caméra qui est devant lui. Un dernier message, vos coordonnées à tous ceux qui aimeront bien poursuivre les débats avec vous. Joël Cadet Ndanga, ce que je dis, c'est il y a lieu d'espérer dans un Congo meilleur. Il y a lieu de quoi? Parce que le Congo échappe à toutes les considérations des autres nations. C'est un pays élu des dieux. Demain, après-demain, c'est du Congo où sortira l'avenir de toute l'Afrique et du monde entier. Et si le Seigneur a bien sûr pris le Congo comme sa terre, où il posera un jour ses pieds, pas physiquement, mais c'est parce que c'est un pays, dans sa création, dans son évolution, où les gens ont cru qu'ils peuvent prendre le Congo éternellement, ils peuvent se faire des dieux comme Mobutu l'a fait, comme Kabila s'est érigé aujourd'hui comme un dieu. Les professeurs d'université se font ridiculiser tout simplement pour l'adorer. Le Congo appartient à Dieu. Ça va aller, en tout cas je crois que ça va aller et que bientôt nous allons connaître l'envol de ce pays, de ce pays. Et non l'envol de ces sangs. Non, l'envol de ces sangs-là. J'accompagne leurs actions, j'accompagne la révision constitutionnelle parce qu'il y a des dimensions. Mais là où je ne suis pas d'accord avec eux, c'est lorsqu'ils se battent pour la double nationalité, parce qu'eux-mêmes savent que leurs enfants et leurs frères sont de l'autre côté. Mais ils se battent juste pour leur famille. Là, je ne suis pas d'accord sur cette double nationalité parce qu'elle ne donne aucun avantage, n'est-ce pas, leur double nationalité, aux autres qui veulent également devenir congolais. Il faudrait que les gens sentent l'intérêt de devenir congolais. Il y a des Libanais, des gens qui ont abandonné leur propre nationalité comme Nazem Nazembe, qui sont là, mais on dit non, eux ne peuvent pas bénéficier de cette double nationalité-là. Là, c'est injuste. Mes coordonnées 089 5400 039 694 894 039 694 894. Vous pouvez visiter ma page Facebook, Joël Cadet Ndanga. Tout comme les Twitter, c'est Joël Cadet Ndanga. Très bien. Joël Cadet, merci de votre disponibilité. Je rappelle que vous êtes patron du grand journal Impact News. Merci Hervé. Vous avez beaucoup amélioré. Vous devenez très meilleur, beaucoup meilleur. Merci beaucoup. Et vous nous chassez de la profondeur. Comme Christian Bossembe. Merci beaucoup. Maître Rodrigue, les mêmes exercices. La caméra est là devant vous. Un petit message, vous coordonnez. Oui, je tiens ici à dire merci à Joël Cadet qui reconnaît que la RDC va reconnaître son envol. Évidemment, notre parti, c'est l'envol de la République démocratique du Congo. Et après, sur la question de la double nationalité, nous voulons lui rassurer. La double nationalité dont nous parlons aujourd'hui, c'est plus pour établir l'équilibre social, chasser l'injustice sociale consacrée même par l'administration de l'État, où vous avez certaines personnes influentes qui bénéficient de la double nationalité, même de manière illégale, parce qu'ils sont soit députés nationaux ou ministres, et au su et au vu de l'administration publique, alors que nos frères et sœurs, qui sont généralement partis de l'extérieur, pour des besoins, pour résoudre des problèmes sociaux que l'État n'a pas pu réaliser, ont du mal à récupérer la nationalité congolaise, simplement parce que notre nationalité à ce jour est une et exclusive. Nous estimons, pour le Congolais d'origine,
Écoutez, Joël Cadet, nous vous connaissons aujourd'hui, vous pouvez aller aux États-Unis changer de nationalité et après, vous ne serez plus considéré comme Congolais à la frontière, ce qui est inacceptable. Voilà pourquoi nous disons, pour la double nationalité, reconnaître la double nationalité aux Congolais d'origine. Et pour les autres, c'est l'exclusivité de la nationalité. Vos coordonnées. Continuons à croire à un Congo meilleur. Mes coordonnées, c'est le 081, plus 243, c'est ça? C'est le plus 243, 81, 57, 16, 0, 63. Plus 243, 81 57 16 063. Je n'ai pas de numéro de téléphone comme Joël Cadet, mais j'ai quand même un compte Twitter. C'est RBekola. C'est ça l'initiale. Vous mettez @RBekola. Vous allez trouver mon compte Twitter. Maître Rodrigue, merci aussi de votre passage. Je rappelle que vous êtes porte-parole du parti politique Envol des Délices et Sang. Merci beaucoup. Voilà, merci aux invités. Tribune Presse de ce vendredi est terminée. Prochain rendez-vous les lundis avec le même plaisir, mais avec d'autres invités. Au revoir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.